Nous sommes ensemble pour 2 heures et nous allons évoquer le Burkina Faso où le terrorisme tisse sa toile dans tout le pays. Ce sont les propos du Premier ministre. On parlera également du Bénin avec l'installation des nouveaux députés sous très haute protection. Le Togo, les élections locales, est-ce un test pour l'opposition parlementaire? Et puis, toujours au Togo, la création d'un comité interministériel contre les risques djihadistes. Nous en parlons ce soir avec Constant Lemou. Bonsoir Constant. Bonsoir Samuel. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur New World Info. J'espère que le rendez-vous est encore donné pour qu'ils ne soient pas sur leur soif du débat contradictoire. Komi Mayaba, directeur de publication de Le Sorbonnard. Bonsoir Komi Mayaba. Bonsoir Samuel, bonsoir Constant Lemou et bonsoir tous ceux qui nous suivent en ce moment sur New World Info. Merci de rejoindre l'aventure Regard Croisé. Merci vraiment Samuel aussi pour l'invitation. Heureux de retrouver tout le studio en bonne forme et on va en démarrer. Merci. On commence tout de suite avec le Burkina Faso. Le terrorisme djihadiste auquel fait face le Burkina depuis 2015, notamment dans les régions du nord et de l'est, tisse sa toile dans tout le pays, a souligné jeudi le Premier ministre Christophe Dabiré devant le Parlement. Le terrorisme qui apparaissait il y a quelques années comme une menace à nos frontières est aujourd'hui une réalité brutale et cruelle qui tisse sa toile dans tout le pays et d'autres espaces qui éprouvaient, j'en suis convaincu, l'illusion de la sécurité, a-t-il dit lors de son discours sur la situation de la nation. Constant Lemou, est-ce que le Premier ministre burkinabé n'est pas en train de faire là quand même ce qu'on peut appeler un aveu d'échec? Un aveu d'échec, peut-être selon les commentaires des journalistes, ceux qui sont en sensation du verbe peut-être. Mais ce n'est pas une mauvaise chose de dire les choses telles qu'elles sont, de tirer la sonnette d'alarme, parce que là, le Burkina Faso est en train de vivre une situation assez dangereuse. Et c'est vrai, il y a quelques années, avant 2015, on parlait de menaces aux frontières Burkina, Mali, donc le côté nord et nord-est. Mais aujourd'hui, c'est tout le Burkina qui est envahi par cette nébuleuse. On se rappelle des frappes au cœur de Ouagadougou, il y a à peu près 1 an et demi de cela. Et aujourd'hui, le Burkina Faso semble être un terrain fertile pour le développement du djihadisme en Afrique de l'Ouest. C'est pratiquement la zone tampon entre le Sahel fief de ce mouvement, et l'Afrique de l'Ouest. Bon, j'anticipe parce que là, les pays côtiers sont déjà en état d'alerte maximale et des dispositions sont en train d'être mises en place, si possible, pour contenir ce mal que vit l'Afrique tout entière et même l'Europe n'est pas exemptée de ce terrorisme. Je pense que nous allons revenir là-dessus. Comme Mayaba, quand le Premier ministre Christophe Dabiré dit que le terrorisme tisse sa toile dans tout le pays, est-ce qu'il est en train de dire que les autorités burkinabées actuelles sont un peu dépassées par la situation? Bon, en fait, c'est un constat qui est amer. Tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est que le terrorisme au Burkina. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour déstabiliser tout le Burkina. Le Burkina se trouve dans une situation où personne ne peut demander est-ce que c'est le Burkina d'avant 2014. Et donc tout ça là, c'est vrai, le Premier ministre, il le dit, mais il faut aller au tréfonds des choses pour comprendre réellement ce qui se passe au Burkina. C'est d'abord la révolution en 1994 avec l'échec ou la révolution qui a eu lieu pour le départ pour faire chasser et comparer du pouvoir. Ça qui a 2014. Justement. Donc, vous voyez que c'était vrai. Constant Lemou le disait tout à l'heure, vous savez que avant 2015, on parlait d'une menace. Aujourd'hui, c'est tout le Burkina qui est embrasé. Et donc, vraiment, il faut prendre le problème à bras le corps. Et il a constaté, et puis c'est un aveu, et puis ce n'est pas un aveu d'échec, comme on le dise. Il faut prendre des mesures draconiennes pour pouvoir
du djihadisme, ces gens de djihadistes qui menacent dangereusement le Burkina et partant du Burkina, les pays côtiers, en l'occurrence le Togo, le Bénin et d'autres pays qui peuvent souffrir éventuellement de ce terrorisme. Donc, il faut prendre le problème et puis le résoudre en son entier et trouver des solutions qui puissent être des solutions pérennes. Mais est-ce que le Premier ministre n'est pas là rien que sur des constats? C'est-à-dire, il doit se présenter, annoncer des choses qui sont en train d'être faites pour parer au mal, mais il dit, il tisse sa toile dans tout le pays comme si, bon, finalement, on n'y pouvait rien. Ce n'est pas sous cet angle. Le Premier ministre est en train d'attirer l'attention de tous les citoyens burkinabés. Il les appelle à la vigilance. Il a annoncé également les actions menées par l'armée burkinabé, les actions qui sont en train d'être prises pour renforcer le dispositif sécuritaire. Et là, il faut que tout le monde participe à la lutte contre le terrorisme qui s'installe progressivement. Alors, au départ, c'est vrai, il y avait une sorte de confusion entre l'installation, la pénétration de terrorisme au Burkina Faso et les querelles internes suite au départ de Blaise Compaoré. On accusait l'armée, disons la garde rapprochée de Blaise Compaoré d'être à l'origine des troubles ou des menaces sécuritaires qui prévalaient en ce moment. Au lieu d'indexer directement le mouvement djihadiste qui s'implantait et qui menaçait. Bon, de quelle manière Blaise Compaoré arrivait à contenir ce mouvement qui existait déjà en son temps dans le Sahel, personne ne saurait le dire. Je disais tantôt que le Burkina est devenu un terrain fertile parce que là, le régime actuel n'a pas encore réussi à résoudre le hiatus entre l'armée de Blaise Compaoré et l'actuelle armée, parce que c'est tout un corps qui est plus ou moins délaissé, mais un corps d'élite. Aujourd'hui, les éléments de ce corps qui ont été laissés vivent de quoi? Je me demande s'ils ne collaborent pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est Blaise Compaoré qui conduit ces éléments ou bien ces hommes de main à menacer ou bien à faire entrer les djihadistes. Mais c'est de la responsabilité du gouvernement actuel de résoudre ce problème sécuritaire. En tout cas, à mon avis, quand un régime change, ça ne veut pas dire qu'on va changer la population du pays. Non, mais il faut composer avec tout le monde. Tous ceux qui ont été formés dans un domaine donné, et principalement dans le domaine militaire. Et tout le monde sait que la garde rapprochée de Blaise Compaoré était, disons, la frange de l'armée la plus formée, la plus équipée. Et ça a été vraiment un jeu dangereux ou une erreur de vouloir mettre de côté tout de suite cette garde rapprochée. Il fallait nécessairement composer avec elle. Qu'on le veut ou non, aujourd'hui, le problème est là. Le mouvement djihadiste est déjà implanté. Il faudrait que chacun assume ses responsabilités. Chaque citoyen burkinabé apporte du sien à lutter contre ce mouvement violent. Mais pourquoi le terrain est devenu fertile? Dans quelle frange de la population, dans quelle couche sociale recrutent les mouvements terroristes? C'est dans les milieux pauvres, les milieux jeunes. Mais est-ce que depuis le départ de Blaise Compaoré, des mesures urgentes ont été prises pour résorber le problème de chômage, pour amener la jeunesse à sortir de la précarité? Parce que là, quand on s'adresse à un jeune qui manque de tout, eh bien, il ne va pas hésiter à prendre ce qu'on lui propose d'être enrôlé dans ces mouvements violents. Alors, comme on a vu également que dans le terrorisme auquel le Burkina est confronté, les forces de défense étaient véritablement prises pour cible et on les a vus subir d'importantes pertes. Ça veut dire quoi? Qu'elles ne sont pas prêtes à parer à cette menace-là, ce type de menace? En fait, le problème n'est pas au fait de dire qu'ils ne sont pas adaptés ou prêts à parer à ces menaces. Vous savez, le djihadisme, il faut demander d'où vient le djihadisme au Burkina. C'est l'origine. Quels sont les foyers qui ont amené le djihadisme au Burkina? Aujourd'hui, vous savez que le Burkina était connu sous... Enfin, c'est un pays de paix. Alors, je vous propose de maintenir le fil de votre développement. Nous allons marquer la première pause.
le chef de l'État a rassuré les Kenyans sur la tenue du scrutin présidentiel du 26 octobre. Hey! Addressing security concerns over the North Korea threat, American President Donald Trump backs China on U.S. commitment to stopping the nuclear threat. You blame past administration. Money fall on you, banana fall on you. Watch our channels now, live from your smartphone wherever you are. Do not miss any of the programs on our 8 channels: Info French and Info English, Magazine, Cinema, Transnat, Music, Sports 1 and Sports 2. Quickly go to Play Store, Apple Store, download and install the New World TV app, and enjoy the intense moment with a TV that transforms you. Un trophée, 2 équipes, 22 acteurs, le même rêve. Les Sky Blues, auréolés du cercle en première ligue, rêvent du doublé. Les Hornets, après le championnat raté, sont focus sur la Cup. Manchester City, Watford, finale de la FA Cup, assure sur New World Sport. C'est la seconde partie. Nous restons sur le Burkina Faso où on évoquait donc cette déclaration du Premier ministre qui estime que le terrorisme est en train de tisser sa toile dans tout le pays. On accueille sur le plateau Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Comme Imayaba, vous aviez la parole et vous essayez de voir un peu les foyers où ce djihadisme prospère. Oui, en fait, vous regardez bien, c'est le nom du Burkina qui concentre beaucoup plus sur ces foyers de djihadisme. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi c'est le nom du Burkina. Et entre-temps, les gens ont tenté de dire que c'est l'échec qui a eu lieu entre les riverains, c'est-à-dire que le nom du Burkina, entre comment les appelle-t-on, les chrétiens, les musulmans, qui a occasionné ces foyers de tension, alors que le mal est résidé quelque part. Alors, nous disons que si nous prenons le Burkina dans son ensemble, le nom du Burkina est plus vaste que le centre du Burkina. Et donc, vous allez constater que ces foyers de tension ne sont pas connus parce que le Burkina devait faire une migration vers le sud du Bénin, du Burkina, j'allais dire, pour donner un éclat à la situation. Alors aujourd'hui, vous allez constater que le Burkina fait des efforts pour lutter contre ce djihadisme, mais tant en vain. Même les forces de défense dont vous parlez actuellement ne peuvent pas résoudre ce problème. C'est un problème qui a ses ressources quelque part. Et donc, il faut aller au tréfonds, comprendre qui sont ceux qui financent ces djihadistes, qui sont ceux qui leur prêtent main afin de pouvoir donner des solutions à ce problème. Mais quand vous dites les forces de défense ne peuvent pas résoudre ce problème, mais c'est là également peut-être l'aveu d'échec ou de faiblesse dont on parle à travers la déclaration du Premier ministre. Oui, moi je vois la déclaration du Premier ministre comme des aveux, des déclarations. En fait, ça devait avoir des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas constater, déclarer et ne pas
proposer une solution. Alors, quand il dit que c'était hier, c'était des zones enfin, c'était des foyers où on pouvait donner comme cible, aujourd'hui, le Burkina vit dans son entièreté ce djihadisme. Ça veut dire que quelque part, il faut trouver des solutions qui puissent permettre à ces djihadistes de faire de la progression du nord vers le sud. Donc, il faut véritablement que ça ne s'arrête pas comme il fait l'annonce. Il faut des mesures d'accompagnement pour pouvoir résoudre ce problème. Alors, Sylvestre Béni, on était en train d'évoquer le Burkina où le Premier ministre Christophe Dabiré estime que le terrorisme est en train de tisser sa toile dans tout le pays. Est-ce que vous ne pensez pas que cette déclaration est un peu pour lui comme un aveu d'échec, un aveu de faiblesse? Les autorités, tout le monde est pris de court, on ne sait pas par quel bout tenir pour lutter contre. Oui, il faut dire que le Burkina, en réalité, ne s'est pas préparé contre le djihadisme. Et il est vrai, à l'époque de Blaise Compaoré, il y avait quand même cette manière-là. Certes, il y avait des cellules djihadistes donc, au Burkina, mais qui ne frappaient pas au Burkina. Ils allaient commettre leurs bêtises ailleurs, dans le Mali, tout ça. Mais sauf que depuis la chute donc du régime de Blaise Compaoré, ils ont commencé donc à sortir la tête de l'eau. Et d'aucuns ont vite compris qu'à l'époque, le régime de Blaise Compaoré avait quand même partisé avec eux. Et c'est clair, il les finançait. Et même avec l'installation même des nouveaux gouvernants, donc au niveau de Burkina, ils ont même dit qu'ils ont demandé un certain nombre de choses et tout ça. Donc, ça veut dire clairement qu'à l'époque, l'ancien régime au moins fournissait du matériel, fournissait donc de l'argent et tout donc à ces djihadistes-là. Maintenant qu'aujourd'hui, il n'y a plus le pont est coupé, donc près de coup, c'est une campagne donc de vengeance, de revanche contre ce régime-là. Et généralement, dans ces circonstances, je crois qu'il serait mieux. Il serait mieux que du moins l'actuel régime puisse au moins demander à l'ancien comment est-ce que ça se fait. Oui, parce que aujourd'hui ils sont donc en train donc de vivre l'islamisme radical, parce que la dernière fois ils ont même tué un prêtre catholique, ils ont brûlé des églises. Là, ça sort maintenant de l'ordinaire, parce que ce ne sont plus des gens qui viennent frapper peut-être dans les hôtels où ils savent qu'ils peuvent trouver donc des occidentaux, parce que c'était la cible privilégiée donc de ces djihadistes là, frapper dans les hôtels, dans les cabarets, dans les maquillons. C'est qu'au moins on peut trouver des blancs. Celui qui est la couleur blanche, donc c'est l'ennemi à abattre. Maintenant, même sur le territoire, s'il peut même tuer un Burkinabé qui est d'une autre confession religieuse, ça veut dire que ça prend de l'ampleur. Donc, véritablement, je crois que ils doivent interroger l'ancien régime, comment est-ce que ça se fait. Maintenant, il y a un élément essentiel donc dans cette guerre-là contre le djihadisme. L'un des pions qui connaît mieux la cellule, c'est Djibert Diendéré. C'est Djibert Diendéré qui est aujourd'hui en prison. Or, lorsque vous voyez à l'époque quand on prenait des otages dans le Sahel, c'est lui qui allait chercher ces otages-là. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, il connaît un peu ses amis entre guillemets. Maintenant que le monsieur est en prison, il n'y a plus d'interlocuteurs. Ce régime-là aussi essaie donc de fermer tout le robinet. Donc, ils vivent cela. La France a tellement formé, du moins c'est l'effort de défense donc au niveau du Burkina, mais ça ne prenait pas. Donc, en réalité, je crois que c'est un problème. Ce problème-là, c'est un problème très fondamental. Je crois que j'aurais même préféré que l'actuel président Christian Kaboré aille demander à Blaise Compaoré, mais comment vous faites? Vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est ce que j'aime au niveau donc, de ce pays-là. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose que le second le fait bien, on me dit, mon gars, comment toi tu fais? Voyez, donc il faudrait véritablement qu'on aille demander à l'ancien régime comment est-ce que vous faites pour qu'il n'y ait plus ces genres donc, de situations. Sinon, aujourd'hui, le pays vit quand même ces pires attaques et puis et ça va prendre encore plus d'ampleur au futur. Alors Constant, Sylvestre a dit quelque chose d'intéressant, c'est que quand on regarde dans le mode opératoire, c'est pas des gens qui s'en prennent à des occidentaux pour qu'on dise qu'ils envoient un message. Finalement, on ne sait pas trop pourquoi on commet ces attentats. C'est ce que les grands politiques ont appelé de la violence gratuite. Mais il faut aller au-delà pour comprendre ce qu'on appelle violence gratuite. Au départ, au fait, ce mouvement n'est pas un mouvement transfrontalier. Prenez le Boko Haram au Nigeria, qui opère du Nigeria vers l'Afrique centrale. Et vous prenez le djihadisme au Mali, qui évolue vers l'Afrique de l'Ouest. Mais
tous ces mouvements sont soutenus, ont leur source en réalité en Libye, depuis la déstabilisation de la Libye. Mais qui a déstabilisé la Libye et qui entretient ces forces, qui les arme? Ce sont les Occidentaux, principalement la France. Il faut avoir le courage de le dire. Et vous allez remarquer sur les réseaux sociaux comment la diplomatie occidentale est en train d'alerter les ressortissants français à travers les différentes régions en indiquant les zones dangereuses. Pour le Togo, on parle du nord du Togo, la zone 5AC et autres. Ah oui, c'est eux qui entretiennent ces mouvements, c'est eux qui produisent les armes. Et ils ont tout intérêt à déstabiliser l'ensemble de la région pour des raisons économiques. Quand vous allez en Libye, bien que la Libye soit à feu et à sang à tout moment, il y a les zones qu'ils appellent les zones sécurisées, où aucun Libyen n'a droit de mettre pied. Mais quelles sont ces zones? Ce sont des zones pétrolifères et actuellement, ils sont en train de ponctionner sérieusement le pétrole libyen. C'est ce qui va arriver dans les différents pays qui seront complètement au désarroi avec le développement de ce mouvement. Il sera difficile pour toutes les armées. D'ailleurs, au Mali, c'est la coalition de plusieurs pays, la coalition militaire de plusieurs pays qui n'arrive pas à venir à bout de ce mouvement au Mali. Mais qu'est-ce que l'armée burkinabé peut devant ce mouvement qui n'a pas d'insigne? Ce sont des civils fortement armés. Mais où est-ce qu'ils s'entraînent? Personne ne sait. Eux, ils identifient rapidement les militaires parce qu'ils sont en uniforme. Et ils sont très mobiles et jamais les militaires n'arrivent à formellement identifier les éléments djihadistes. C'est pourquoi, quelquefois, certaines incursions militaires dans le centre, le nord du Burkina, avaient fait des victimes innocentes. On s'en prenait aux populations peules qui, semblerait-il, soutenaient d'une manière, ou du moins les djihadistes se cachaient dans certains groupes ethniques tels les peuls. Donc, c'est difficile, c'est un mouvement très difficile à abattre. C'est pratiquement une hydre. Au moment où vous pensez l'avoir affaibli d'un côté, c'est qu'il a repoussé plus puissant. Il a grandi encore d'un autre côté et c'est difficile, sera très difficile. Il appartient aux différents pays de se poser la question: quelles sont les zones faibles par lesquelles le djihadisme peut s'implanter dans notre pays? Alors justement, on évoquait également la question du terreau de ces groupes terroristes, c'est surtout la pauvreté, on le dit. Est-ce que c'est simplement en attaquant de ce côté-là qu'on peut résoudre le problème? Non, moi je ne vois pas ça dans ce sens. Parce que vous savez, et ces gens, aujourd'hui je dis que c'est né où? C'est né du fait qu'en 2014, la révolution de 2014, chassant Compaoré du pouvoir, qui a créé tous ces foyers de tension. Et vous allez constater que du coup, ça prend d'autres dimensions. Et lesquelles? Regardez, c'est aujourd'hui les djihadistes ciblent que les chrétiens. Et la foi des mères, c'est six chrétiens, dont un prêtre qu'on a. La semaine précédente, il y avait dont un pasteur. Oui. Justement. Donc, vous voyez constater que après la chute de Compaoré, il y a beaucoup de personnes qui étaient alliées hier de Compaoré qui sont rentrées dans le jeu. Et donc, c'est tout un agglomérat qui met tout le monde dans une situation où peut-être c'est toi qui le fais par intérêt. Donc, qui vous dit aujourd'hui que les autorités du Burkina n'ont pas leur main derrière ces djihadistes, ne leur apportent pas de soutien. Donc, nous constatons véritablement qu'il n'y a rien sans cause. Ça veut dire que même la lutte qu'on semble faire contre ce phénomène, c'est du folklore? Non, en fait, c'est une lutte en principe pour prendre. Il faut creuser, il faut aller au tréfonds. Ce n'est pas... moi, je dis, s'il faut faire des effets, il faut faire des annonces pour des annonces. Ça ne peut pas résoudre le problème du terrorisme. Alors que, vous savez, comme l'a dit Constant et les mots tout à l'heure, ça vient d'où? C'est la révolution, c'est les conséquences de la révolution. Et chaque fois que nous disons qu'on ne peut jamais accéder au pouvoir par la révolution, il y a les règles fondamentales par lesquelles il faut accéder au pouvoir. On a chassé Kadhafi, l'instabilité dans ce pays est inouïe. Aujourd'hui, on a résolu le problème carrément. Nous sommes au Burkina, Compaoré a été chassé. Ce n'est pas... En fait, il faut préconiser les voies démocratiques pour accéder au pouvoir. C'est les conséquences de la révolution. Donc, je mets ça à l'actif de la révolution
2014 qui a fait chasser Blaise Compaoré. du Et pour pouvoir. les nouvelles autorités, est-ce que, comme le dit Sylvestre, il faut prendre langue avec Blaise Compaoré? D'ailleurs, il a envoyé un courrier où il proposait même ses bons offices pour régler la situation. Oh, bon, en fait, moi, je ne m'inscris pas dans cette logique parce que rien ouvertement ne montre que c'est les clans de Compaoré aujourd'hui qui mènent ce combat. Donc, c'est des sources officieuses. En fait, c'est des réflexions. Les gens se disent, ou bien, puisqu'il n'y a pas une source officielle qui puisse montrer que c'est avec Compaoré officiellement, un président va quitter, aller rencontrer quelqu'un, montre-moi les voies par lesquelles vous passez pour résoudre le problème. Je pense que peut-être Compaoré peut apporter sa contribution, mais ce n'est pas à Kaboré d'aller vers Compaoré pour peut-être lui proposer, montre-moi comment tu pouvais, tout tu faisais pour régler la situation. Non. Moi, je crois que ce serait peut-être, pour l'instant, pour ce régime-là, ce serait la meilleure option. Maintenant, parce que, vous savez, si vous voyez donc la manière dont les choses se passent, vous verrez que c'est juste au départ donc de Compaoré qu'on revoit ça. Mais s'il faut mettre à l'actif donc de la révolution, moi je dirais non, d'autant plus que vous voyez que même la Côte d'Ivoire a connu la guerre. Eux, il y a c'est même pas une révolution, la guerre, la vraie guerre. Mais pas pour autant que les gens, il y a des armes qui circulent, mais il n'y a que, c'est une seule fois qu'on a entendu l'attentat du Grand Bassam. Mais est-ce que vous avez encore une fois entendu parler d'attentat donc en Côte d'Ivoire? Non, parce que pourquoi? Il y a quelqu'un qui est sur ce territoire-là, Blaise Compaoré. Donc ça veut dire que ce monsieur, quelle que soit donc la situation aujourd'hui, est incontournable pour régler cette situation-là. Même déchu, parce que le monsieur a fait tellement d'années au pouvoir. Il connaît quand même, je vous dis, cette cellule-là, la cellule d'IAIS a tellement de ramifications. Mais le monsieur, il a fait tellement d'années, il connaît là où il faut et tenir, ne serait-ce que pour avoir ces personnes-là dans ses mailles. Et depuis ces 37 ans, ou je sais pas, 27 ans de pouvoir, il n'y a pas eu, d'attache sur son territoire. Mais maintenant, une fois qu'il est parti, on connaissait les états. Donc c'est le mieux aujourd'hui, c'est même si on peut même exclure peut-être Compaoré, mais des gens de son régime, du moins ceux qui ont tenu donc la cellule de défense, il faut leur dire, mes amis, comment est-ce que vous avez fait? Oui, pour voir si ils ont quand même du moins la solution qui va se vivre dans leur dire. Au temps de Compaoré, il était pratiquement le doyen des chefs d'État de la sous-région. Et c'est un militaire de formation. Il a connu l'évolution de beaucoup d'armées de la sous-région. Mais il a failli de peu pour que les forces nouvelles prennent le pouvoir d'Abidjan. Quand il a soutenu, le camp que dirigeait l'autre Guillaume Soro. Donc, au fait, aujourd'hui, Blaise Compaoré est en train de rendre service à la Côte d'Ivoire qu'il a accepté, qu'il a accueilli et il vit tranquillement. Tous ces mouvements, puisqu'il les connaît, il sait vers qui envoyer, quel émissaire, quel type de négociation faut-il mener pour arrêter ces histoires-là. Mais ça veut dire quoi? Il sera indispensable pour son pays? En tout cas, c'est un ancien président. C'est quelqu'un qui a une grande expérience dans la gestion militaire, sécuritaire, dans la gestion politique de son pays. N'eût été cette révolution qui l'a chassé du pouvoir, si c'était une élection démocratique qui a amené une nouvelle personne à la tête du Burkina, l'ancien président est indispensable pour accompagner le nouveau régime. C'est que nous nous amusons à gâcher les ressources nécessaires pour avancer. On pense qu'il faut rompre avec 50 ans de règne, 30 ans de règne. Ce n'est pas rien. Il y a toujours un actif qu'il faut préserver et se servir de cet actif pour avancer. Lorsqu'on cherche coûte que coûte à tirer du rouge ou du moins multiplier tout le passé du pays par zéro, ce qui est sûr, on n'a pas encore les racines suffisamment enfoncées pour tenir face aux différents mouvements qui pourraient envahir nos pays sous de nouveaux règnes. Et c'est l'exemple du Burkina. Il y a quelques mois, je lisais l'ouvrage là de Charles Le Goudet, de l'enfer, je reviendrai, où il faisait déjà une confession en ce qui concerne cette cellule djihadiste là, parce qu'il a fait une cellule avec un djihadiste
qui a quand même décrit le mode opératoire et où ils sont avec leur relation avec le régime burkinabé, et bien, le monsieur a tout dit. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Compaoré est incontournable. S'il faut circoncire ces attaques djihadistes là au Burkina, Compaoré est indispensable. Maintenant, si on peut pas toucher lui directement, au moins des hommes de son régime, il faut les écouter. Peut-être que ça va. Oui, mais pour ajouter que vous regardez, vous savez, les gens, moi je me dis que les gens se sont servis de la chute de Compaoré pour en faire un problème, une situation. Vous allez constater que ce qui se passe au Burkina, ce qui finance cette djihadiste, ce n'est pas Compaoré. Ce n'est pas Compaoré. Ça vient peut-être des pays islamiques. Regardez, par exemple, les attaques les plus coûteuses aujourd'hui, c'est contre les chrétiens. Donc, n'oubliez pas que les armes qui entrent, tout ce qui se fait au Burkina, ce n'est pas l'actif de Compaoré. C'est vrai, on a profité du départ ou de la chute de Compaoré pour créer une situation et puis les gens profitent de ça. En fait, je pense que la question religieuse n'est qu'un argument. La question religieuse est un argument. Les pays islamistes n'ont pas nécessairement besoin d'installer les pouvoirs islamiques un peu partout dans le monde. Et ils sont conscients, ces pays sont conscients qu'ils ne peuvent pas. Mais les djihadistes ou les islamistes, certains islamistes radicaux, sont utilisés par les grandes puissances pour déstabiliser des zones. En réalité, la stabilité en Afrique n'arrange pas l'Occident. Ça, c'est vrai. Alors, il faut aller chercher les sources en Occident. D'accord. On va changer de sujet. C'est vrai que la question burkinabé est passionnante. On passe maintenant au Bénin rapidement. Un important dispositif de sécurité a été mis en place jeudi aux abords du Parlement béninois à Porto Novo pour l'installation des 83 députés élus lors d'un scrutin controversé dont l'opposition avait été exclue. Des engins de l'armée, de policiers et des militaires en armes étaient déployés autour du siège du Parlement, entourés de nombreuses barricades. Des détachements de policiers et de militaires ainsi que des engins blindés ont également été déployés dans les localités voisines comme Semekodji. L'exclusion de l'opposition des législatives du 28 avril, marquée par un taux d'abstention record de 73%, avait donné lieu à une série de manifestations. Comme Mayaba, on a plus vu de chars que de députés. Hein. C'était comme si c'était l'installation des chars. On a l'impression que c'est l'installation des chars. Ouais, c'était de la bagaille. C'est une panique généralisée. Ah non. Ce qui se passe au Bénin, il faut dire, vraiment, c'est un recul démocratique. Non, c'est un recul démocratique. Vous m'excusez, on parle de Compaoré. Et Talon a pensé qu'il est venu dans un pays où il va installer sa démocratie à sa façon. Ça ne peut pas marcher au Bénin. Déplorable. Ça a marché. Ça a marché. Vous êtes en train Le Parlement est installé. Le Parlement est installé. Mais ce qui est en train de se passer, c'est dangereux. Imaginez dans quel pays au monde on peut dire que l'Assemblée est monocolore. Or, nous parlons aujourd'hui de la démocratie. On a déjà eu ça en 2002 dans un pays que vous connaissez très bien. Bon, en fait, ce n'est pas le pays qui avait... C'est peut-être que les gens n'avaient pas voulu participer, c'est tout. C'est la politique de la chaise vide. Ici, c'est le cas contraire, puisque les gens manifestent leur volonté de participer, où le président dit non, il n'y a pas question, ou peut-être telle loi vous interdit. Alors, si c'est pour le peuple, on peut modifier la loi. Si c'est pour le peuple, on peut modifier la loi. Donc, on ne peut pas faire une démocratie contre le peuple. C'est pour le peuple. Donc, il faut faire véritablement que Talon pense à sa politique pour que le Bénin, qui était un modèle hier, retrouve ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, vous allez constater que le Bénin, sur tous les fonds, on en parle. Que bon, vous qui étiez l'exemple d'hier, vous êtes devenu maintenant un terrain foyer de tension, ou peut-être c'est un exemple à ne pas copier. Donc, hier, c'est eux qui parlaient de nous, les Togolais. On a croisé les bras, on les regarde. Ce n'est pas quand même une joie. Souhaitons que à chaque fois qu'il y a un grain de démocratie, on fasse tout pour cultiver ces grains et pour qu'on puisse trouver des solutions. Et cet arsenal de guerre qu'on a placé, 3 corps d'armée, l'armée républicaine, les commandos, et puis les CS, non, c'est pas possible. Alors qu'ils ont une menace dans le nord. Non, c'est pas possible, quoi. Donc, Sylvestre. Pour l'application. Ça fait rire, mais ce qui se passe au Bénin, et vraiment c'est déplorable. C'est déplorable parce que
après 29 ans de démocratie, l'histoire retiendra que c'est un certain talent qui a fait reculer les valeurs, principes démocratiques au Bénin. Et je me dis, les chars, tout ce que nous avons vu la dernière fois, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand ils vont rester là? Et il y a des députés qui vont quitter peut-être leur maison pour aller au Parlement. Est-ce qu'ils seront au milieu des chars? Jusqu'à quand ils vont vivre tout cela? Je crois que pour éviter tout cela, je crois que Talon a péché. Talon a péché donc dans l'organisation de ce scrutin. Il voulait exclure les gens parce que je me dis que moi j'ai trouvé un homme frustré parce que il a tenté par 2 fois de modifier la constitution. D'abord pour le septennat et tout ce qu'on a vu, ça, il n'a pas réussi. À chaque fois, il voyait devant lui un certain Yahi Boni, malgré son âge, tout feu, tout flamme. Et il y a Soglo qui a encore ses jambes de 20 ans et qui tonnait et tout. Donc, ne serait-ce que pour et leur montrer que voilà quoi, moi aussi je peux me retourner contre vous. Il a essayé donc de faire ce coup de force électorale là pour installer ses députés. Maintenant, c'est pas encore fini, parce que je crois qu'il y a des gens qui disaient que on sait où et quand ça commence, mais je ne sais jamais où et quand ça va finir. Maintenant, il a fait le forcing, c'est passé. Bon, et je crois que bientôt on va commencer à légiférer, il va faire passer un certain nombre de lois. Le président et le bureau de l'Assemblée a été élus. Je vous dis, tout ce qu'il dira aujourd'hui, ça va passer comme une lettre à la propre, parce que l'Union progressiste, le bloc républicain, c'est acquis donc à sa cause. Donc il y a plus d'opposition, donc au Parlement. Et c'est là où peut-être la révolte va venir, parce que il y aura quand même une loi où la majeure partie donc des Béninois ils vont se lever et vendre debout contre cette loi là. Constant, c'est vrai qu'on a tout dit, mais in fine le Parlement est installé. Mais alors, on a tout dit. Qu'est-ce qu'on a dit? En tout cas, moi, je ne suis pas indifférent du fait que la grande majorité de la population béninoise a été mise de côté à l'occasion de ces élections législatives. Ça, c'est une réalité. Mais tout ce qu'on disait, on disait tout sauf ce qui est légal. Patrice Talon et ses partisans sont dans la légalité. Parce que les partis politiques de l'opposition ne s'étaient pas opposés aux réformes par rapport au code électoral, par rapport au statut des partis politiques. Tous étaient d'accord de ce qui a été introduit comme nouvelle disposition. Alors, être opposant, ça ne signifie pas forcément être intelligent. Et les dictateurs, ce n'est pas parmi les militaires qu'on les trouve. Les plus gros dictateurs sont civils. Mais Hitler, comment Hitler est parvenu au pouvoir? Par les urnes, bien sûr. Par les urnes. Mais il fut le plus grand dictateur du monde. C'est ce que Patrice Talon est en train de faire au Bénin. Dans la mesure où, jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a contesté la légalité des élections qui ont eu lieu au Bénin. Mais l'opposition politique a manqué de vigilance pour comprendre que les dispositions qui étaient introduites ne lui permettraient pas d'aller. Mais il y avait ce délai record là, mais je crois que ce délai a été accepté par l'ensemble de la classe. On est obligé de marquer la pause et on va revenir après.